Ma famille m'a ignoré le jour de ma remise de diplôme, pour emmener ma sœur jumelle à son premier cours d'art. 10 ans plus tard, ils m'ont supplié de rentrer à la maison, pour exaucer la dernière volonté de mon père mourant, qui, au final, consistait simplement à financer la vie ratée de ma sœur. Salut, Reddit. J'ai passé 10 ans sans avoir la moindre nouvelle de ma famille, après qu'ils m'aient fait comprendre, de façon très claire, où je me situais sur leur liste de priorités. Puis, sorti de nulle part, on m'a contacté concernant l'état de santé de mon père. Je me suis dit, naïvement, qu'il y avait peut-être une once de sincérité dans tout cela. Spoiler, il n'y en avait aucune. Ce qui a commencé comme une simple visite à l'hôpital, s'est transformé en quelque chose de bien plus tordu. Et à la fin de cette histoire, j'ai réalisé que je n'étais pas revenu pour tourner la page. J'étais revenu pour confirmer, une bonne fois pour toutes, les raisons pour lesquelles j'étais parti au départ. Moi, homme, 31 ans, j'aurais dû le voir venir bien plus tôt. En grandissant, tout tournait autour de ma sœur jumelle, Rebecca, femme, 31 ans, comme si elle était le centre de gravité de la maison, et que le reste d'entre nous n'était qu'un simple bruit de fond. Je n'étais pas maltraité de façon évidente. J'étais juste invisible. Peu importait ce que je faisais, mes notes, mes récompenses, ou ma simple présence. Rien de tout cela ne comptait. Si Rebecca éternuait, toute la maison s'arrêtait. Si je me cassais un os, c'était vu comme un inconvénient. Peu importait ce que je faisais. J'étais le bruit de fond. Je pouvais réussir chaque examen, gagner des compétitions d'athlétisme, et obtenir des trophées pour des choses qu'elle ne savait même pas prononcer. Et ce n'était toujours pas suffisant. Mais Rebecca, elle, ramenait à la maison un dessin au crayon qui ressemblait à une tache, et mes parents réagissaient comme si elle avait peint la chapelle Sixtine. Oh, waouh! Rebecca, tu es si créative, ma chérie. Ils accrochaient cette poubelle sur le frigo, comme si elle allait être vendue aux enchères chez Sotheby's. Pendant ce temps, j'étais dans mon coin, en train de résoudre des équations d'algèbre avec 2 ans d'avance, et on me disait de ne pas frimer. Mes parents me traitaient comme ce PNJ, dans Skyrim ou Dark Souls, que les joueurs ignorent tout le temps. Ils n'étaient pas seulement partiaux. Ils étaient d'une indifférence flagrante face à tout ce que je faisais. Quand j'ai été accepté dans une excellente école de commerce, ils ont à peine réagi. Je me souviens leur avoir annoncé la nouvelle, et mon père a littéralement grogné. Il n'a même pas levé les yeux de la télévision. Ma mère a dit quelque chose comme « Eh bien, c'est bien. C'est ce que tu es censé faire. Aucun nous sommes fiers de toi. Aucun dîner de célébration. » Juste cette attente désinvolte que je devais continuer à exceller, en silence, pendant que Rebecca avait droit à une parade pour s'être levée avant midi. Rebecca n'essayait même pas. Franchement, elle était paresseuse, capricieuse, et tellement arrogante à ce sujet. Elle se promenait constamment en agissant comme si elle était la réincarnation de Picasso, même si son art ressemblait à un éternuement sur du papier. Aucune direction, aucune ambition. Elle a dit qu'elle allait prendre une année sabbatique après le lycée, pour se trouver. Cela s'est transformé en 3 ans à ne rien faire, à part faire du shopping, et traiter la maison de mes parents comme un hôtel. Et cela ne leur posait aucun problème, non plus. Elle descendait à 14 heures, en pyjama, et ma mère lui demandait encore si elle voulait ses œufs à la coque ou brouillés. Non mais, sérieux? Pendant ce temps, je me tuais à la tâche, en enchaînant les emplois à temps partiel et les devoirs, juste pour garder la tête hors de l'eau à l'école. J'avais besoin d'aide pour payer mes frais de scolarité. Pas qu'ils me paient tout, ou quoi que ce soit du genre, juste un petit coup de pouce. Et ils m'ont sorti le classique, tu es un adulte maintenant. Tu dois apprendre la responsabilité. Gardez à l'esprit qu'ils achetaient toujours de nouveaux iPads à Rebecca, chaque année, et payaient ses cours de poterie, auxquels elle n'assistait même pas. Mais moi, j'étais un enfant gâté de demander de l'aide pour mes études universitaires. Alors, j'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit d'eux. Je n'appelais pas, je n'envoyais pas de SMS. Je rentrais à la maison pour les vacances, et je faisais acte de présence, mécaniquement. Ils ne me posaient pas de questions sur ma vie, et je ne leur en parlais pas. C'était tout simplement plus facile comme ça. J'ai vite appris que moins j'en disais, moins je serais déçu. Mais quand même, je pensais que peut-être, juste peut-être, lorsque la remise de mon diplôme arriverait, ils seraient présents, juste pour cette journée. J'avais envoyé les invitations des mois à l'avance.
Je les avais appelés, et j'avais même fait un suivi par email. Aucune réponse. Je me disais qu'ils étaient occupés, qu'ils prévoyaient peut-être quelque chose. Qu'ils allaient peut-être me surprendre. Et, comme vous le pensez probablement déjà, ils ne l'ont pas fait. Le jour de la remise des diplômes est arrivé. J'avais l'air d'un idiot, à scruter la foule pour trouver des visages familiers. Tout le monde avait sa famille qui lui faisait signe, prenait des photos, acclamait comme des fous. Et moi, j'ai traversé cette scène, tout seul. Le siège que je leur avais réservé était vide. Comme si ma naissance était un genre d'accident, avec lequel ils devaient simplement vivre. J'ai appris plus tard, après la cérémonie, par un cousin, qu'il n'était pas venu parce que c'était le premier jour de cours d'art de Rebecca. Oui. À l'université communautaire locale. Même pas un vrai campus, juste un bâtiment annexe à côté d'une boutique de beignets. Mais apparemment, elle était nerveuse, alors il ne pouvait pas la laisser seule. À 21 ans. C'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. Cela n'avait rien à voir avec le stress ou les emplois du temps. C'était juste eux, étant eux-mêmes. Ils ne m'ont jamais vu. Pas vraiment. J'étais juste celui qui continuait d'avancer, pour qu'ils n'aient pas à s'inquiéter. Mais Rebecca, elle, c'était leur petit projet, leur précieux désastre qui avait toujours besoin d'être réparé. Alors, je suis rentré à pied à mon appartement, après la cérémonie. J'ai enlevé ma toge et mon mortier, je me suis assis par terre, et j'ai juste fixé le mur pendant un moment. Pas triste, pas en colère, juste vidé. Comme si quelque chose s'était éteint à l'intérieur de moi. J'ai bloqué leurs numéros. Je les ai supprimés de partout. J'ai même enlevé la seule photo encadrée que j'avais avec eux, dans le couloir. Il était temps. Je n'avais pas besoin de personnes qui ne prenaient même pas la peine de se pointer. Je n'allais pas continuer à faire semblant qu'ils s'en souciaient. À vrai dire, ne plus les avoir dans les parages était beaucoup plus logique, que de traîner avec cette fausse idée de la famille. Quant à Rebecca, je l'ai bloquée aussi. Elle n'envoyait jamais de SMS et n'appelait pas de toute façon, à moins qu'elle n'ait besoin de quelque chose. Et il était hors de question que je la laisse me demander des faveurs, maintenant que j'étais enfin en train de construire ma vie. Elle pouvait bien garder sa troisième entreprise de carnet de croquis raté, ou peu importe ce qu'elle prétendait faire. Pour moi, c'était fini. Le chapitre était clos, et je ne me sentais pas coupable, pas même un peu. Une fois que j'ai coupé les ponts, je n'ai pas perdu mon temps à m'asseoir dans le noir, à écouter des playlists tristes, ou toutes ces conneries dramatiques. J'avais des factures. J'avais des prêts étudiants qui me hurlaient dessus, comme s'ils essayaient de collecter des âmes. Et je n'avais aucun filet de sécurité magique, fourni par des parents aimants, qui avaient pris la fuite dès qu'il était temps d'être présent. La première chose que j'ai faite, a été de trouver un emploi. Développeur junior dans une petite entreprise technologique bricolée. Un pote, rencontré dans un bootcamp, m'a fait entrer dans cet endroit qui tenait à peine debout. Du code obsolète, de la documentation manquante. La moitié de l'équipe utilisait J comme si c'était Dropbox, mais ça payait. Ce n'était pas glamour, mais je savais que si je m'accrochais, et que je travaillais plus dur que n'importe qui d'autre, j'arriverais quelque part. J'ai baissé la tête, et j'ai gardé mes écouteurs sur les oreilles. J'ai passé de longues nuits à pousser des correctifs que personne n'avait demandé, à regarder des journaux de plantage jusqu'à ce que mes yeux saignent, et à créer des outils, juste pour rendre mon propre travail plus facile. Je suis devenu le gars qui règle les problèmes, ce qui, dans les équipes de développement, équivaut fondamentalement à détenir le gant de l'infini. 1 an plus tard, je suis passé au niveau supérieur, et j'ai intégré une entreprise de cybersécurité de taille moyenne. Un vrai salaire, une vraie équipe, et enfin, de vrais projets dans lesquels je pouvais m'investir à fond. Je me suis concentré sur les systèmes backends et les intégrations sécurisées, le genre de truc que la plupart des développeurs évitaient. Moi, j'aimais ça. Calme, structuré, et réellement utile. J'ai quitté ce désastre d'appartement en colocation. J'ai pris mon propre chez moi. Un 2 pièces, propre, avec un Wi-Fi puissant, et aucun colocataire bizarre se promenant à moitié nu, en parlant de son portefeuille de crypto-monnaie. J'ai installé une station de développement complète, double écran, bureau assis debout, la totale. Mon espace était enfin le mien. Et, en cours de route, j'ai commencé à m'intéresser à la technologie durable, en particulier dans le secteur des produits végans. Je ne suis pas végan,
pas du tout même. Mais j'étais obsédé par les données, la demande en produits, le comportement des consommateurs, et les prévisions de tendance. Il y a un vrai potentiel là-dedans. J'ai donc commencé à coder des outils personnels, pour analyser ces marchés. J'ai passé mes week-ends à suivre les modèles de commerce électronique, à créer une application simple, pour repérer les lacunes dans les chaînes d'approvisionnement et les catégories de produits. Finalement, j'ai réalisé que je pouvais prendre cette idée, et construire quelque chose de réel. Pas un passe-temps, mais une entreprise. J'ai mis quelques amis dans la boucle. L'un d'eux avait de solides compétences en marketing. L'autre était un ancien collègue, qui voulait investir. Nous avons passé un accord. Je préparerai tout en arrière-plan, et une fois que j'aurai une version bêta solide, ainsi que 2 investisseurs confirmés, je quitterai mon emploi et j'y irai à fond. J'y étais presque. Le produit tenait la route. Les chiffres étaient solides. J'avais des économies pour tenir, runway, plus de nuits blanches à stresser pour le loyer, et aucune attache. La seule fois où je pensais encore à ma famille, c'était quand les gens me posaient des questions sur les fêtes de fin d'année. Je répondais simplement, ouais, je ne fais pas de trucs en famille, et je passais à autre chose. De temps en temps, cependant, des nouvelles me parvenaient, généralement par d'anciens camarades de classe ou des connaissances communes. J'apprenais que Rebecca tâtonnait toujours dans la vie, comme un téléphone qu'on laisse tomber. Apparemment, elle avait essayé de lancer une entreprise de commande d'art, s'était fait descendre sur les réseaux sociaux pour avoir décalqué le travail de quelqu'un d'autre, et avait tout abandonné dans un accès de rage. Aux dernières nouvelles, elle avait une chaîne YouTube avec 3 vidéos et 20 vues, dont l'une, où elle expliquait pourquoi le capitalisme était la raison pour laquelle elle ne pouvait pas garder un emploi. C'était embarrassant, honnêtement, un niveau de malaise par procuration assez terrible. Et, je l'avoue, entendre parler de ça ne me rendait pas triste. Cela ne faisait que confirmer tout ce que je savais déjà. Certaines personnes reçoivent tout sur un plateau d'argent, et trouvent quand même le moyen de tout gâcher. D'autres n'ont rien, et construisent leur propre table. Je savais de quel côté j'étais. Je vivais enfin selon mes propres règles. Pas de culpabilité, pas de faux semblants, juste moi, en train de construire quelque chose qui m'appartenait vraiment. Jusqu'à ce que ce message arrive. 10 ans de silence, pas un mot, pas même une erreur de frappe. Et soudain, comme si de rien n'était, papa a un cancer et ne va pas bien. Tu devrais rentrer à la maison. C'était tout. Pas de « comment vas-tu ?» Aucune excuse. Juste un petit avertissement décontracté, comme si j'avais été en vacances, au lieu d'avoir été complètement effacé de leur vie. Pourtant, j'y suis allé. Et entrer dans cet hôpital, après 10 ans, m'a fait l'effet d'un voyage dans le temps, vers un mauvais souvenir. Même ville, même visage, mais tout semblait plus petit, plus froid, comme si le monde avait avancé, sans nettoyer derrière lui. Je n'étais pas là pour pleurer sur qui que ce soit. Je n'étais pas là pour mendier des câlins ou renouer des liens. Je suis venu parce qu'ils ont dit que mon père était en train de mourir. Et je ne suis pas le genre de type qui ignore ça, peu importe à quel point le passé est désordonné. On ne choisit pas ses parents, mais on choisit le genre d'homme que l'on veut être. Je voulais juste le regarder dans les yeux, une dernière fois. Selon mes propres termes. Dès que je suis sorti de l'ascenseur, je l'ai vu. Ma mère. Elle s'est levée, comme si elle n'arrivait pas à croire que j'étais réel. Les mains tendues, comme si elle hésitait entre me serrer dans ses bras ou me gifler. Oh mon Dieu, a-t-elle soufflé. Tu es vraiment venu. Je n'ai rien dit, je suis juste resté là, à la regarder. Elle a tendu les bras, et m'a tiré pour me faire une étreinte, avant que je ne puisse réagir. Je suis resté immobile. Elle sentait le même déterge floral qu'elle utilisait quand nous étions enfants, ce qui était, bizarrement, la seule chose familière qui ne m'agaçait pas. Tu as tellement grandi, a-t-elle dit, en reculant avec un sourire forcé. Tu as pris de la carrure. Tu dois bien manger, hein. J'ai fait un petit hochement de tête, essayant juste de rester courtois. Mais alors, à peine 2 secondes plus tard, elle m'a balancé le morceau. Aucun échauffement, aucune introduction en douceur. Tu sais, a-t-elle dit doucement. Rebecca traverse une période difficile, et avec tout ce qui se passe, les factures d'hôpital de ton père, les réparations de la maison, tout ça. C'est accablant. Si tu pouvais juste aider un peu, nous serions tellement reconnaissants.
J'ai cligné des yeux, et je l'ai juste fixé. C'est la première chose que tu me demandes, ai-je dit. Pas, comment vas-tu? Pas, ça a dû être dur de tout faire tout seul pendant 10 ans. Juste, directement, me demander de l'argent. Le faux sourire a immédiatement disparu de son visage. Eh bien, nous t'avons élevé, a-t-elle lâché, la voix montant rapidement dans les tours. Tu agis comme si tu étais un orphelin. Tu as vécu sous notre toit, mangé notre nourriture, et maintenant que nous avons besoin d'aide, d'un seul coup, tu ne nous dois plus rien. J'ai gardé un ton calme, plus froid que ce dont je me croyais capable. Tu m'as élevé, de la même façon que quelqu'un garde une roue de secours dans le coffre. Tu ne m'as regardé que lorsque la fille en or ne fonctionnait plus. Elle a poussé un petit rire méprisant, et a croisé les bras, comme si je faisais un drame. Mais je n'ai pas cédé. Je vais aider pour les factures médicales, ai-je dit d'un ton neutre. C'est tout. Je ne vais pas payer pour la dernière crise de nerfs de Rebecca, ou pour le rêve qu'elle a abandonné ce mois-ci. C'est ta sœur, a-t-elle sifflé. C'est ta responsabilité. Elle a 31 ans, et elle est toujours maternée comme si elle était à la maternelle. Ce n'est pas mon problème. Son visage oscillait entre l'insulte et la stupeur. Comme s'il ne lui avait jamais traversé l'esprit, que je puisse réellement dire non. Tu te crois meilleur que nous, maintenant, a-t-elle marmonné. Juste parce que tu gagnes un peu d'argent en codant. Non, ai-je répondu, je sais que je suis meilleur que le gars que vous pensiez tous que j'étais. Celui que vous avez ignoré. Celui que vous avez laissé derrière vous, sans y réfléchir à 2 fois. Ça lui a cloué le bec, pendant une seconde. Elle avait l'air de vouloir argumenter davantage, mais elle n'avait plus de munitions. Elle s'attendait probablement à ce que j'arrive brisé, désespéré, peut-être même plein de regrets. Au lieu de cela, elle est tombée sur quelqu'un qui n'a pas sourcillé quand elle a haussé le ton, et qui se fichait complètement du voyage de culpabilité qu'elle avait préparé. Je suis passé devant elle, et j'ai ouvert la porte de la chambre d'hôpital de mon père. Et il était là, l'homme qui, autrefois, ne prenait même pas la peine de me rappeler pour ma remise de diplôme, désormais à peine capable de lever la tête. Des tubes, des fils, des machines. Il ressemblait plus à une machine qu'à un homme, à ce stade. Sa peau était pâle, ses yeux enfoncés. J'ai marqué une pause pendant une seconde. C'était la première fois que je le voyais avoir l'air humain, pas en colère, pas distant, juste épuisé. Ses yeux ont croisé les miens. Il a cligné des paupières, comme s'il n'était pas sûr que j'étais réel. Tu es venu, a-t-il chuchoté. Ouais, ai-je dit. Il a essayé de s'asseoir un peu, mais n'en avait pas la force. Je me suis dirigé vers la chaise près de la fenêtre. L'air était lourd, stérile. Tout, dans cette pièce, ressemblait à une salle d'attente pour la mort. Je me suis assis lentement, en gardant le dos droit. Je ne me suis pas penché vers lui, je ne lui ai pas tendu la main. Je me suis contenté de le regarder. Tu as l'air en bonne santé, a-t-il dit d'une voix rauque. Je le suis. Il a fait un faible signe de tête, comme si c'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Ensuite, nous sommes restés assis là, pendant un moment. En silence. Pas le genre de silence confortable. Ce genre de silence lourd, qui brûle à petit feu, où aucun de nous ne savait comment commencer, ou à propos de quoi faire semblant de se soucier. J'ai jeté un coup d'œil vers le coin de la pièce. Rebecca était là, recroquevillée dans un fauteuil, faisant semblant de faire défiler l'écran de son téléphone. Ses ongles venaient d'être faits. Sa tenue était propre, neuve. Elle avait toujours l'air de quelqu'un qui n'avait jamais mérité une seule chose de ce qu'elle possédait. Elle n'a pas levé les yeux vers moi, pas une seule fois. Mon père s'est raclé la gorge. Je sais que ça fait longtemps. En effet. Une autre pause. Le moniteur bipait régulièrement. C'était le seul rythme constant dans la pièce. J'avais tort, a-t-il finalement dit, sur beaucoup de choses. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé parler. Je n'ai pas été juste avec toi, avec tout ça. Toujours le silence de mon côté. Je voulais réparer ça, même s'il est trop tard, a-t-il ajouté. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pour la première fois de ma vie, il ne m'a pas renvoyé un regard chargé de jugement, d'ennui ou de déception, mais juste des yeux fatigués, comme s'il voyait enfin la version de moi-même, que j'avais dû construire sans lui. Tu veux réparer ça maintenant, ai-je dit.
Ce n'était pas une question, juste une constatation. Il a fait un lent signe de tête. Ses paupières tombaient un peu. On aurait dit que parler lui demandait toute son énergie. Je veux la paix dans la famille, avant de partir, a-t-il murmuré. Celle-là m'a touché. Pas d'une manière douce ou émotionnelle, mais juste d'une façon très révélatrice. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai laissé les mots flotter en l'air. Peut-être plus tard, ai-je dit. Tu devrais te reposer. Parce que si j'allais avoir cette discussion, elle ne serait pas précipitée, et elle ne se ferait pas selon leurs termes. Ils m'ont rappelé, comme si j'étais un problème non résolu, qu'ils avaient oublié de régler. Mais je n'étais pas là pour régler quoi que ce soit. J'étais là pour voir de mes propres yeux que je n'avais plus besoin d'eux. Et je l'ai vu, de façon forte et claire. J'y suis retourné le lendemain. Non pas parce que qui que ce soit me manquait. Non pas parce que je voulais arranger les choses. Je voulais juste voir jusqu'où allait ce terrier de lapin. L'ambiance d'hier était beaucoup trop soigneusement emballée. J'avais côtoyé ces gens assez longtemps, pour savoir quand quelque chose était mis en scène. Ils ne m'avaient pas appelé après 10 ans, juste pour des câlins et des sourires tristes. Il y avait autre chose. Et aujourd'hui, j'allais découvrir quoi. Rebecca n'était pas là. Dieu merci. Juste mes parents. Ma mère était assise à côté du lit d'hôpital, faisant semblant de feuilleter un magazine, et mon père avait l'air en pire état que la veille. Son visage avait cet aspect gris et cireux, que l'on ne voit que chez les gens qui meurent à petit feu depuis un moment. Ses yeux m'ont suivi quand je suis entré, comme s'il vérifiait si j'étais vraiment revenu, ou si j'étais juste une hallucination due à la morphine. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste hoché la tête, et je me suis assis sur la chaise près de la fenêtre. L'air dans la pièce était lourd. Ce genre de silence collant, saturé de médicaments, qui vous donne des démangeaisons. On pouvait entendre chaque bip, chaque doux sifflement de l'oxygène, chaque bruissement de papier, comme s'ils étaient diffusés par des haut-parleurs. Il y a eu quelques minutes de discussion inutile. Ma mère a demandé si j'avais mangé. J'ai répondu, ouais. Mon père a dit qu'il était fatigué, mais que ça allait mieux que la veille. Que du remplissage. Personne dans cette pièce ne croyait un traître mot de tout ça. Puis l'ambiance a changé. Ma mère a recommencé, la voix douce, mesurée, comme si elle présentait un projet caritatif à un conseil d'administration. Rebecca traverse une période difficile, a-t-elle dit, en croisant les mains sur ses genoux, comme si elle était dans un talk-show. Elle essaie vraiment, mais elle n'a pas eu la vie facile. Le monde n'est pas très tendre avec les gens comme elle. Les gens comme elle. Elle était bien bonne, celle-là. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé parler. Elle m'a expliqué que Rebecca avait des idées, de grandes idées, qu'elle voulait lancer quelque chose de créatif, une entreprise, peut-être quelque chose de petit, mais passionné, authentique par rapport à qui elle est. C'est l'expression qu'elle a utilisée. Ça m'a presque fait lever les yeux au ciel. Puis est arrivée la cerise sur le gâteau. Il voulait que je l'aide, et pas seulement financièrement. Non, il voulait que je sois son mentor, que je l'intègre, que je lui offre des conseils, une structure, et peut-être même un poste, dans l'entreprise que j'étais en train de construire. Je suis resté assis là, complètement immobile. Pas surpris, pas en colère, juste en train de regarder le même film prévisible que j'avais vu toute ma vie. Ils ont habillé ça comme si c'était une question de famille, comme si c'était mon devoir en tant que frère, comme si ma réussite avait créé une sorte de dette morale, que j'étais maintenant censé rembourser intégralement. Et puis est tombé le vrai coup de massue. Mon père s'est tourné vers moi, les yeux un peu voilés, et a dit, « Je ne vais plus être là très longtemps. Tu le sais. Et avant de partir, j'ai besoin de savoir que ta mère et ta sœur iront bien. » Il l'a dit comme si c'était raisonnable, comme si j'étais l'égoïste de l'histoire, si je ne hochais pas la tête pour accepter sur le champ. Puis, il a forcé sur la culpabilité, « Tu vas vraiment jeter ta mère et ta sœur à la rue, après tout ce que nous avons fait pour toi. » Il m'a fallu une seconde pour réaliser à quel point c'était honté. C'était le même homme qui, un jour plus tôt, m'avait regardé dans les yeux et avait admis qu'il n'avait pas été juste. Qui avait dit qu'il savait que la façon dont j'avais été traité pendant mon enfance n'était pas normale. Qui avait dit qu'il avait des regrets. Et maintenant, d'un coup, plus rien de tout cela ne comptait. Soudainement, j'étais de nouveau le méchant,
si je ne signais pas pour être la solution à un problème que je n'avais pas causé. Le passé était effacé, parce que maintenant, il avait une dernière volonté. Et cela lui donnait, apparemment, un chèque en blanc pour tout réécrire. C'était presque drôle. Pas le genre de drôle où on éclate de rire. Juste le genre de drôle qui vous fait fixer le mur pendant une seconde, en mode « Vous êtes sérieux, là ?» Parce que non, je n'allais pas les jeter à la rue. Mais aussi, non, je n'allais pas offrir à Rebecca un emploi qu'elle n'avait pas mérité, ni laisser ma mère me culpabiliser pour financer une énième de ses erreurs, simplement parce qu'elle n'avait jamais appris à dire non à son enfant chéri. Ils ont essayé de tourner la chose comme s'il s'agissait d'unité, comme si ce serait poétique, les jumeaux travaillant enfin ensemble, comme si nous étions dans une sitcom attendant un reboot. Mais je n'étais pas dupe. Il ne s'agissait pas de créer des liens. Il s'agissait de soulagement. Ils avaient besoin de quelqu'un pour lâcher la pression, pour absorber ce désastre et le porter à leur place, afin qu'ils puissent s'en laver les mains et dire « Regardez, tout s'est bien arrangé ». Ma mère est restée silencieuse après ça, me regardant, attendant. Elle s'attendait à une grande réaction émotionnelle, peut-être des larmes, ou un soupir dramatique suivi de « Tu as raison. Je vais prendre soin d'elle ». Mais tout ce qu'elle a obtenu, c'est le silence. Je me suis levé. Comme je l'ai dit, je vais aider pour les factures de l'hôpital, ai-je dit. Les frais médicaux uniquement, rien d'autre. Ma mère a légèrement tressailli. Mon père a eu l'air déçu, comme si je venais d'échouer à une sorte de test moral. Pas de cris, pas de mise en scène, juste deux personnes qui réalisaient que leur tentative de culpabilisation n'avait pas fonctionné. Elle a besoin de soutien, a marmonné ma mère après un instant, sans même me regarder cette fois. Elle a eu du soutien toute sa vie, ai-je répondu. De toi, de lui. Elle n'a juste jamais appris à se tenir debout toute seule. Aucun d'eux n'a répondu à cela. Les machines continuaient de biper en arrière-plan. Mon père a tourné la tête sur le côté, et a fermé les yeux, comme s'il était soudainement trop fatigué pour se disputer. Ma mère fixait simplement ses mains. Je me suis dirigé vers la porte, j'ai fait une pause, et j'ai regardé en arrière une dernière fois. Pas pour tourner la page, juste pour me rappeler à quoi cela ressemblait. La pièce, les gens, les vieux mensonges recyclés en de nouveaux. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai pas fait de discours. Je suis juste parti. Et à ce moment-là, je n'étais plus leur fils. J'étais leur plan de secours. En passant la porte, je savais qu'elle allait arriver. Dès la seconde où j'avais quitté cette pièce hier, je pouvais le sentir. Ce silence, ce n'était pas une défaite. C'était du calcul. La carte de la culpabilité n'avait pas marché. Il était donc temps d'envoyer leur meilleur atout, la favorite, l'intouchable, Rebecca. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit subtile. Et je n'avais pas tort. Elle m'a intercepté juste devant la cafétéria de l'hôpital. Je m'étais éclipsé 5 minutes pour prendre l'air et un café, et elle était là, appuyée contre le mur, comme si elle s'apprêtait à me donner un conseil qui allait changer ma vie. Maquillage frais, pull neuf, tenant son téléphone comme si elle était en train de conclure un contrat avec une marque. Elle n'avait même pas levé les yeux quand je suis passé devant elle hier. Mais aujourd'hui, d'un seul coup, elle était tout sourire. Et, l'étranger, a-t-elle lancé, comme si nous étions les meilleurs amis du monde qui s'étaient perdus de vue pendant quelques semaines. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Elle s'est lancée sans hésitation. Pas d'échauffement, pas de faux-semblants. Je suis vraiment très excité par l'idée de l'entreprise, a-t-elle dit. Maman m'a dit que tu travaillais sur quelque chose dans le domaine végan. C'est super cool. J'ai justement fait un brainstorming sur quelques idées, l'image de marque, l'esthétique, ce genre de choses. J'ai un moodboard si tu veux voir. Un moodboard. D'où Jésus. Elle a continué à parler, clairement un discours répété. Elle a dit qu'elle avait déjà posté sur ses réseaux sociaux, à propos du début d'un nouveau chapitre. Elle a laissé entendre qu'elle était temps pour parler pour certaines collaborations. Je ne sais pas à qui elle parlait, mais ce n'était pas à moi. Apparemment, elle pensait que toute cette affaire était déjà dans la poche. Elle me faisait son pitch, comme si elle avait déjà été embauchée, et qu'il ne restait plus qu'à finaliser sa place de parking. Ce qui rendait la chose encore pire. La façon dont elle me parlait, comme si elle me faisait une fleur. Comme si j'étais le gars de la technique,
qui allait gérer les trucs ennuyeux, pendant qu'elle apporterait la vision. Elle disait des choses comme « Tu as toujours été pragmatique, mais je peux apporter la profondeur émotionnelle, et cela pourrait être notre chance d'être enfin égaux, tu sais, égaux. » J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais à cause de la conviction absolue qu'elle avait dans ses propres absurdités. Je l'ai laissé continuer pendant un moment. Je voulais tout entendre. Chaque illusion, chaque petit détail de ce fantasme, où elle entrerait la fleur au fusil dans une entreprise qu'elle n'avait pas construite, et récolterait la moitié du mérite, simplement parce qu'elle partageait mon ADN. Elle a même évoqué l'idée d'une soirée de lancement, a dit qu'elle pourrait gérer le côté créatif, être le visage de la marque, et que je n'avais pas besoin de m'inquiéter des rôles publics, car, et je cite, ce n'est pas vraiment ton point fort de toute façon. C'est là que je l'ai coupé. Tu as fini, ai-je demandé. Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu, comme si j'avais interrompu quelque chose de sacré. J'ai pris une gorgée lente de mon café, puis je l'ai regardée droit dans les yeux. Tu ne fais pas partie de mon entreprise, Rebecca. Le sourire s'est effacé. Attends, quoi? Tu m'as bien entendu. Tu n'es pas impliqué. Ce n'est pas un projet familial. Ça ne l'a jamais été. Elle m'a fixé comme si je l'avais giflé. Je ne pense pas que tu comprennes, a-t-elle dit, le ton changeant rapidement. Ce n'est pas seulement à propos de moi. C'est à propos de papa, à propos de ce qu'il voulait. Je n'ai même pas tressailli. Ce que papa veut, c'est que quelqu'un nettoie le désastre qu'il t'a laissé devenir, ai-je répondu. Et je ne suis pas volontaire. Sa mâchoire s'est crispée. La douceur s'est évanouie. Cette fausse voix douce, avec laquelle elle était arrivée, est tombée comme un masque. Alors c'est ça, a-t-elle lâché. Tu vas juste nous laisser tomber après tout? Tout, ai-je répété. Comme le fait de rater ma remise de diplôme parce que tu avais un cours d'art? Comme le fait de m'entendre dire que je suis égoïste, quand je demande de l'aide pour mes frais de scolarité, pendant que tu joues avec tes loisirs pendant une décennie? Elle a ricané. Mon Dieu, tu t'accroches encore à ça. Tu as besoin d'une thérapie. Je me suis penché un peu en avant, la voix calme. Non, ce dont j'ai besoin, c'est de distance. Et je l'ai déjà. Maintenant, je ne fais que fixer les limites. Tu te crois meilleur que nous, maintenant? Je sais que je ne suis pas pire. Elle a reculé, les bras croisés, furieuse. Tu es sans cœur, a-t-elle craché. Tu penses que, juste parce que tu as un peu d'argent maintenant, tu peux traiter tout le monde comme des ordures. Je pense que, parce que j'ai construit ma vie à partir de rien, et sans aucun d'entre vous, j'ai le droit de décider avec qui je la partage. Et ce n'est pas avec vous. Elle n'a pas répondu à ça, elle est juste restée là, les yeux plissés, comme si elle essayait de me foudroyer du regard. Je suis passé devant elle, sans dire un mot de plus. Je l'ai entendu marmonner quelque chose derrière moi. Probablement une autre insulte. Peut-être un avertissement. Je m'en fichais. Elle ne pensait pas qu'elle demandait une faveur. Elle pensait qu'elle encaissait un droit de naissance. Et l'expression sur son visage, quand elle a réalisé que je ne marchais pas dans la combine. Ça valait chaque année de silence. Quelques jours plus tard, le silence est devenu permanent. Mon père est mort à 2h17 du matin, un jeudi. Je le sais, parce que l'hôpital a laissé un message vocal. Ils n'ont même pas pris la peine d'appeler 2 fois. Juste une infirmière, à la voix fatiguée, disant que c'était paisible. C'est le mot qu'ils utilisent toujours. Paisible. Comme si cela donnait un sens à tout ça. Je ne me suis pas précipité là-bas. Je ne me suis pas assis dans le noir, à serrer de vieilles photos. Je me suis rendormi. Quand je suis arrivé plus tard dans la matinée, l'atmosphère dans le couloir était étrange. Pas lourde, comme l'est habituellement le chagrin. Pas de tension, pas de deuil, juste du mouvement, de l'urgence. Je pouvais entendre le faible bourdonnement d'une conversation, depuis l'intérieur de la chambre d'hôpital. Pas de pleurs, pas de chuchotements. Juste des voix, qui parlaient, qui discutaient. Je suis entré, en m'attendant à trouver du silence, peut-être quelques larmes. Au lieu de cela, j'ai trouvé ma mère, en train de feuilleter un dossier. Des documents de l'hôpital, des relevés bancaires, des notes gribouillées au stylo. Rebecca était assise sur la chaise à côté du lit,
qui était maintenant vide, entièrement dépouillé. Pas de papa, juste deux femmes, les yeux complètement secs, qui avaient l'air d'être en plein milieu d'un contrôle fiscal. Aucune des deux n'a levé les yeux tout de suite. Je fixais le lit d'hôpital nu, les draps pliés, l'oreiller disparu. Comme s'il n'avait jamais été là. Ma mère a finalement levé les yeux. « Tu es en retard », a-t-elle dit. Ils ont déjà emmené le corps il y a environ 2 heures. Il a signé les formulaires de décharge à l'avance. Rebecca ne s'est même pas retournée. Elle était trop occupée à taper quelque chose sur son téléphone, probablement en train de rédiger un vague post Instagram, du genre « Nous avons perdu un grand homme aujourd'hui », avec un emoji qui pleure, et un lien vers son compte PayPal. « Personne ne m'a appelé », ai-je dit. « J'ai supposé que tu aurais le message vocal », a répondu ma mère. Comme si c'était une façon acceptable d'annoncer à quelqu'un que son père était mort. Il n'y avait pas une once de tristesse dans la pièce. Pas la moindre lueur d'émotion, juste de la paperasse. Nous devons parler de la logistique, a poursuivi ma mère. Les funérailles, la maison, l'assurance vie. Je restais là, à essayer d'assimiler l'information. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû m'y attendre. Mais voir ça, les regarder passer de la perte à la logistique, sans même s'arrêter pour respirer, ça faisait un effet différent. J'ai réfléchi, a finalement dit Rebecca, en se tournant vers moi avec un ton calme et répété. Puisque tu as clairement fait comprendre que je ne ferai pas partie de ton entreprise, il est seulement juste que j'obtienne ma part de la succession de papa. Je vais lancer quelque chose par moi-même. Elle a vraiment souri après avoir dit cela. Comme si c'était une chose tout à fait normale à dire, quelques minutes seulement après la mort de son père. Quelle succession, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. La maison, les économies, l'assurance, a-t-elle répondu. Maman et moi en avons parlé. Nous avons pensé que tu voudrais assumer le rôle d'exécuteur testamentaire. Bien sûr. Parce que je suis le responsable, le stable. Celui qu'ils ont ignoré pendant une décennie, mais dont ils attendent soudainement qu'il porte un costume, et gère les miettes auxquelles ils pensent avoir droit. Nous avons besoin d'accéder à une partie de cet argent rapidement, a ajouté ma mère. Il y a les frais funéraires à couvrir, et Rebecca a des affaires liées à son entreprise, qu'elle doit lancer avant de perdre son élan. Je les ai regardées toutes les deux. Pas de larmes, pas de recueillement, juste de la stratégie. Il est mort depuis 6 heures, ai-je dit. Rebecca a haussé les épaules. Et la vie continue. Quoi? Tu veux que nous restions assises, dans le noir, avec des voiles noirs, à pleurer? Je n'ai pas répondu. Je fixais toujours le lit vide. Non pas parce qu'il me manquait, mais parce qu'il était mort exactement comme il avait vécu, en s'éclipsant discrètement, pendant que quelqu'un d'autre gérait le désordre. Elles ont continué à parler. Des chiffres de budget, ce qu'il fallait vendre, ce qu'il fallait garder. Ma mère a mentionné l'idée de convertir une partie de la maison en Airbnb, pour maintenir un flux de revenus. Rebecca voulait liquider certains actifs rapidement, afin de pouvoir louer un espace de travail en centre-ville. J'en avais assez entendu. Vous savez qu'il ne lui restait presque rien, n'est-ce pas, ai-je finalement dit. La maison n'est pas payée. L'assurance ne suffira pas, et tout ce qu'il reste servira à payer l'hôpital. Ma mère a cligné des yeux. Rebecca a froncé les sourcils. Ce n'est pas possible, a-t-elle dit. Il a dit qu'il avait de l'argent de côté. Il avait de l'argent, ai-je corrigé. Puis il a co-signé ton prêt. Tu te souviens, pour cette coopérative d'art numérique que tu as abandonnée au bout de 3 mois. Le visage de Rebecca s'est figé. Elle a regardé ma mère, puis s'est tournée vers moi. Ce n'était pas grand-chose. C'était suffisant pour couler son crédit. Il ne s'en est jamais remis, et tu ne l'as jamais remboursé. La bouche de ma mère s'est pincée. Tu déformes les choses. Non, ai-je dit calmement. J'en ai juste fini de mentir à ce sujet. La pièce est devenue silencieuse pour la première fois. J'ai fait un pas en avant. Vous m'avez fait venir ici pour le regarder mourir, pour aider à payer les factures de l'hôpital. Et peut-être. Peut-être que vous pensiez pouvoir me culpabiliser, pour que je prenne en charge tout le reste aussi. Ma mère s'est levée. Ce n'est pas vrai. Vraiment, ai-je lâché. Alors pourquoi Rebecca parlait-elle déjà de sa part d'héritage, avant même que le corps ne soit froid?
Pourquoi planifiez-vous des conversions immobilières, comme s'il s'agissait d'un projet de rénovation, au lieu de préparer des funérailles? Nous essayons juste de survivre, a-t-elle dit. Nous ne sommes pas comme toi. Nous n'avons pas d'options. Vous aviez des options, ai-je répondu. Vous avez juste fait les mauvais choix. Encore et encore. Rebecca a ricané. Waouh, c'est ce que tu es devenu maintenant. Monsieur O est puissant, parce que tu écris du code et que tu bois du lait d'avoine. Tu te crois meilleur que nous? Non, ai-je dit. Je pense qu'enfin, je vous comprends. Elle s'est tue. J'ai sorti un document plié de la poche de mon manteau, et je l'ai jeté sur le comptoir. C'est de la part de mon avocat. Je ne m'occuperai pas du testament, de l'argent, ou de quoi que ce soit qui touche aux affaires de papa. J'ai déjà signé des documents légaux pour m'en assurer. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Tu as fait quoi? Vous m'avez bien entendu. Je ne toucherai pas à un seul centime, et je ne vous sauverai la mise, ni à l'une ni à l'autre, une fois de plus. Quelles que soient les dettes qui restent, quels que soient les plans que vous aviez, débrouillez-vous. Rebecca s'est avancée. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. Le silence était si épais que je pouvais entendre les néons bourdonner. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné une dernière fois. Vous n'avez pas perdu un père aujourd'hui, ai-je dit. Vous avez perdu votre filet de sécurité. Pleurez ça, si vous voulez. Puis, je suis sorti. Lentement, d'un pas assuré. Et je ne me suis pas retourné une seule fois. 6 mois plus tard, je me tenais dans mon propre bureau. Mon bureau à moi, avec vue sur les gratte-ciel du centre-ville, depuis le 18e étage. La peinture était encore fraîche. Le logo de mon entreprise n'avait même pas encore été gravé sur la porte en verre. Mais les serveurs tournaient, les précommandes étaient épuisées, et notre tableau de bord d'analyse ressemblait à une foutue courbe de lancement. Nous avions réussi. Ce qui n'était au départ qu'un bloc-notes rempli de codes désordonnés, et quelques appels tard le soir, s'était transformé en une gamme complète de produits. Des compléments écologiques et de bien-être à base de plantes, tout suivi grâce à une application logistique sur mesure, que j'avais écrite moi-même. Dans un minuscule 2 pièces, pendant que mon plafond fuyait, et que les voisins hurlaient à travers les murs. Maintenant, j'avais une équipe, des investisseurs, un soutien juridique, des partenariats conclus avec des fournisseurs majeurs. Et pas un seul centime de tout cela n'a été partagé avec ma famille. Après les funérailles, j'ai tenu ma parole. J'ai payé la facture de l'hôpital en totalité, discrètement, sans cérémonie, sans discours. Et après cela, j'ai complètement coupé les ponts. J'ai changé de numéro, mis à jour mes dossiers, transféré ce dont j'avais besoin, et effacé le reste. Je ne leur devais rien. Pas d'explication, pas d'autres appels téléphoniques, pas une part de ma réussite. Mais ce qu'il y a de drôle avec les ponts que l'on brûle, c'est que, parfois, les gens essaient encore de ramper sur les cendres. J'ai reçu l'email un jeudi matin. Il est arrivé sur la boîte de réception des ressources humaines de l'entreprise, que je vérifiais rarement moi-même, mais je buvais un café et il se trouvait que je faisais le tri dans les spams. L'objet a immédiatement attiré mon attention, demande de poste, Rebecca nom de famille. Pas de lettre de motivation. Juste un message d'une ligne, je souhaite postuler pour un rôle de direction créative au sein de votre entreprise. Je pense être la personne idéale, compte tenu de nos valeurs communes et de notre héritage familial. Héritage familial. J'ai éclaté de rire, tout seul dans mon bureau. Je me suis calé au fond de mon fauteuil, et j'ai juste fixé l'écran pendant quelques secondes. Aucun CV en pièces jointes, aucun portfolio, pas même un lien vers une foutue page Instagram. Juste cette seule phrase arrogante, et complètement délirante. Je l'ai transférée à mon responsable RH, avec une note simple, refusée immédiatement. N'engagez pas la conversation. Il m'a répondu 2 minutes plus tard, c'est déjà fait. J'ai pensé que vous aimeriez le voir pour en rire. C'était le cas. Et je l'ai même sauvegardé, dans un petit dossier nommé, au cas où il viendrait à me manquer. Il s'est avéré que ce ne fut pas la seule tentative. La nouvelle que mon entreprise attirait l'attention a circulé. Nous avions été présentés dans quelques blogs de startups écologiques, et, soudainement, je recevais des textos de cousins, à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. Salut mec, je prends de tes nouvelles. Tellement fier de ce que tu construis.
On se capte un de ces quatre. L'un d'eux m'a même invité à un barbecue, ce week-end-là. Pas d'adresse, aucune mention des 10 dernières années. Juste la bonne ambiance. Je n'ai pas répondu. Ma mère a essayé de me joindre par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Un ami de la famille de notre ville natale m'a dit qu'elle voulait rouvrir la communication. Qu'elle regrettait la façon dont les choses s'étaient passées. J'ai dit que je lui souhaitais le meilleur, et j'en suis resté là. Je n'étais pas amer. Je n'étais pas en colère. J'en avais juste fini. Pendant ce temps, Rebecca était, apparemment, en train de se noyer. Le prêt qu'elle avait contracté au nom de notre père, celui qu'elle jurait être gérable, était en défaut de paiement. La banque avait déjà émis des avis de recouvrement. Un parent m'a raconté qu'elle avait lancé une cagnotte GoFundMe, intitulée « Survivre après le deuil ». Avec un paragraphe plein de demi-vérités et de mots à la mode, se dépeignant comme une artiste en difficulté, perdue après le décès de son père, et l'abandon émotionnel de son frère. Elle a récolté $50 de la part d'un ancien ami du lycée. Le commentaire disait juste « J'espère que les choses vont s'arranger ». Personne d'autre n'a fait de don. Ma mère vivait dans la même maison, mais elle a dû louer le sous-sol juste pour garder l'électricité. Je l'ai su parce que l'un des nouveaux locataires a envoyé un email à mon entreprise, demandant si nous voulions sponsoriser une boutique d'art éphémère, que Rebecca gérait depuis le garage. Nous avons refusé. Quelque part au milieu de tout ça, entre les développements logistiques tard le soir et les appels avec les investisseurs depuis mon salon, j'ai rencontré quelqu'un. De façon très simple. Nous nous sommes croisés lors d'un événement professionnel organisé par un ami. Elle était vive, sans fausse conversation de politesse. Elle posait des questions directes, se fichait des titres ou des mots à la mode, avec une présence réelle et sans filtre. Nous avons commencé à discuter, rien de lourd, puis à nous voir, puis à traîner ensemble plus souvent. Elle n'a pas essayé de me réparer, ni de faire étalage de son soutien. Elle était juste là. Elle m'a aidé à monter des meubles quand j'ai déménagé mes bureaux. Elle m'a envoyé à manger, quand je m'enterrais trop dans mon travail. Elle m'a remis à ma place, quand j'agissais comme si le sommeil était optionnel. Elle avait sa propre vie, son propre espace, ses propres objectifs. Mais, d'une manière ou d'une autre, elle faisait quand même de la place. Pas de manière bruyante, juste de façon fiable. Je ne précipite rien. Je prends mon temps. Mais, pour la première fois, je comprends. Je comprends à quoi ressemble une vraie famille. Pas le genre de famille qui vous brandit le passé au-dessus de la tête. Juste quelqu'un qui est là, sans avoir besoin qu'on lui doive quoi que ce soit. Pas de leçons de morale, pas de conditions attachées. Juste la paix. Je ne me suis pas senti mal. Je n'ai pas célébré non plus. Je suis juste resté occupé. Certains soirs, je regarde autour de mon appartement, les étagères bien garnies, la boîte de réception pleine, le groupe de discussion de l'équipe qui s'anime. Et je réalise que c'est à ça que ressemble la construction de son propre héritage. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas dramatique. C'est juste à vous. Ils m'ont perdu il y a très longtemps. Ils ne s'en sont simplement pas rendus compte, jusqu'à ce que l'argent vienne à manquer.